Bienvenue dans cette conférence qui va durer toute la journée de rentrée et de mobilisation de solidarité et progrès. Donc, je vais vous dérouler le programme de la journée, que vous puissiez voir un petit peu l'ensemble de ce qui va se passer aujourd'hui. J'espère que tout le monde pourra rester avec nous toute la journée. Donc, ce matin, le thème sera notre combat à l'échelle nationale et internationale. Donc, pour se mobiliser face à la crise économique et aux dangers de guerre. Nous aurons la chance d'avoir le premier discours de Jacques Cheminade, qui prendra la parole en tant que président de Solidarité et Progrès. Et nous aurons l'honneur d'avoir parmi nous Diane Serre, qui nous vient des États-Unis spécialement pour notre conférence, et qui est candidate au Sénat américain pour l'État de New York. Donc, qui viendra nous expliquer également la résistance qui est menée aux États-Unis contre cette crise financière et le danger de guerre. Donc ensuite, on aura un mot de Madame Larouche, qui est la présidente de l'Institut Schiller avec lequel nous collaborons au niveau international. Et ensuite, on aura donc une période de questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes vos questions aux intervenants, à Jacques, Diane Serre et les autres. Voilà, ensuite, on aura la pause déjeuner. Et cet après-midi, on aura donc le rendez-vous de toutes les résistances. Donc ça, ce sera très intéressant, puisqu'on aura déjà un premier panel sur la situation en France, sur tout ce qui se passe au niveau de l'éducation, avec Odile Mojon qui vous présentera un dossier qui sera prochainement publié de la situation actuelle au niveau éducatif. On aura Agnès Farkas aussi qui interviendra sur la question de la santé. Vous savez qu'il y a beaucoup été débattu ces 2 dernières années en particulier. Et également Jacques Cheminade qui interviendra dans ce panel pour parler de la crise alimentaire et de la situation à ce niveau-là. Donc ça, ce sera le premier panel. Et le deuxième panel sera très intéressant, puisqu'on aura la résistance à la fois aussi internationale et locale, puisqu'on a la chance de recevoir aujourd'hui nos candidats qui se sont battus lors des élections législatives. Donc on aura la chance d'avoir Virginie Fouquet qui sera parmi nous, Benoît Jamonot qui interviendra également, donc 2 candidats qui étaient en Vendée, autour de La Roche-sur-Yon. On aura Julie Péréa également qui sera là, qui était candidate dans l'Hérault, près de Montpellier. Et ensuite, on aura un invité plus national avec Georges Kousmanovic, qui est le président de République Souveraine, et donc qui a essayé de se présenter à l'élection présidentielle. Et ensuite, nous aurons également la chance d'avoir Denis Speed, qui est parmi nous, qui est également américain, qui est venu spécialement pour cette conférence, et qui lui parlera un petit peu du travail de l'Institut Schiller au niveau international, de toute la mobilisation qui a lieu actuellement en cours, puisque l'idée d'un nouveau Bretton Woods, ce n'est pas juste un slogan, c'est quelque chose aujourd'hui qui est débattu partout dans le monde. Il y reviendra pour expliquer que cette bataille peut être gagnée. Cette bataille, elle peut être gagnée maintenant pour éviter cette crise financière et pour éviter le danger de guerre, et ça, c'est notre responsabilité. Donc voilà un petit peu comment va se passer l'ensemble de la journée. Et avant de donner la parole donc, à Jacques Cheminade pour le discours d'introduction et de mobilisation, on va, une fois n'est pas coutume, laisser la parole, ou disons la voix, à la chorale militante qui va vous chanter un chant que vous connaissez probablement très bien, mais probablement aussi très peu. Donc, je vous laisse le découvrir et je laisse la parole à Johanna ou à la chorale. Allons enfants de l'aube grêle, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de l'anti-tyrannie, des tendances élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans les campagnes, jusqu'à ce soldats qui viennent jusque dans nos bras.
très longtemps préparé, c'est faire des longtemps préparé, c'est pour nous quel transport soit excité, c'est nous qu'on ose mériter, devant l'antique esclavage, aux citoyens, formez vos bataillons, marchons, bataillons, enfant, quel honneur Romain nos villes ennemis tomberont, alors les Français cesseront de chanter ce refrain terrible. Aux citoyens, formez le bataillon, marchons, bataillon, Je vous adresse mes meilleurs vœux pour votre grande conférence. Nous vivons actuellement un moment dramatique dans l'histoire de l'humanité. Et j'espère profondément que suffisamment de forces en France joueront un rôle primordial pour acter la sortie définitive de l'OTAN, ou du moins la sortie du commandement intégré. Car nous faisons face à une escalade autour du conflit ukrainien. Ils viennent en effet de présenter ce qu'ils appellent le pacte de sécurité de Kiev, qui consiste essentiellement à donner à l'Ukraine un statut de pays lié à l'OTAN, suivant les préceptes de l'article 5, et qui, selon Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil national de sécurité russe, est le prologue à la Troisième Guerre mondiale. Étant donné que l'OTAN est pleinement impliquée dans l'escalade des combats en Ukraine, et donc que la ligne rouge est clairement franchie, l'on peut se demander combien de temps encore la Russie patientera-t-elle. L'ambassadeur d'Allemagne à Berlin vient lui-même de déclarer que l'Allemagne avait franchi la ligne rouge, faisant probablement référence au fait que les armes livrées par l'Allemagne à l'Ukraine ne sont soumises à aucune restriction et peuvent donc être utilisées contre le territoire russe. De plus, à la réunion que les États-Unis viennent de convoquer à Ramstein, comme si cette ville allemande faisait partie du territoire américain, la décision a été prise d'envoyer des armes de précision encore plus sophistiquées à l'Ukraine, ce qui représente clairement une nouvelle phase dans l'escalade. Ajoutez à ce comportement de l'OTAN ce que Ursula von der Leyen a déclaré
Dans son discours concernant l'état des affaires dans l'Union européenne, où elle a dit en substance qu'avec la guerre en Ukraine, le visage hideux et brutal du mal s'était révélé. Mais qui véritablement montre sa face la plus laide actuellement? Von der Leyen a aussi déclaré que l'Union européenne se trouvait dans une situation solide grâce aux solutions durables mises en œuvre après la crise financière de 2008, ce qui est évidemment une plaisanterie, étant donné l'explosion et l'hyperinflation actuelle du système financier, et le fait qu'il aura fallu des semaines avant de réagir à la pandémie. C'est une blague encore plus horrible quand on sait que 750 000 personnes sont mortes du Covid-19 en Europe, contre moins de 6 000 en Chine, quand cette dernière compte environ 3 fois plus d'habitants. Et elle a déclaré que l'Union européenne était déjà prête lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Une préparation qui s'explique avant tout parce que pendant près de 10 ans, les troupes ukrainiennes ont été entraînées par l'OTAN, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. C'est donc une bonne raison de ne pas rester dans l'Union européenne et de ne pas rester dans l'OTAN. Car il est très clair que si nous continuons sur cette voie, nous serons entraînés dans une situation où, si une guerre nucléaire éclate en Europe, personne n'y survivra. Et nous devrions tous être conscients de cela. Mon défunt mari, l'économiste Lyndon LaRouche, avait prévu cette situation, de manière presque prophétique, lorsque Nixon mit fin au système de Bretton Woods en 1971, en découplant le dollar de l'étalon or, et en passant à un système de taux de change flottant entre les monnaies. Il disait que si l'on s'en tenait à cette politique, cela conduirait à une nouvelle dépression économique, à un nouveau fascisme et au danger d'une nouvelle guerre mondiale, à moins que l'on ne prenne la direction d'un système économique complètement différent. Nous en sommes là aujourd'hui. Cependant, LaRouche ne s'est pas contenté de faire tous ces pronostics, qui se sont avérés tout à fait exacts. Il a également proposé des alternatives. Ainsi, le premier programme de développement et d'industrialisation de toute l'Afrique, nous l'avons présenté en 1976 à Paris, lors d'une très importante conférence. Au fil des ans, nous avons ajouté des programmes de développement pour l'Amérique latine, pour l'Inde, pour l'Eurasie, pour les États-Unis, pour le triangle productif de toute l'Europe. Et lorsque le président Xi Jinping a annoncé l'initiative Une ceinture, une route, en 2013, au Kazakhstan, nous avons publié toutes nos études et l'avons appelée « La nouvelle route de la soie devient le pont terrestre mondial ». Donc si je regarde maintenant ce que fait la Chine et ce qui se passe en ce moment, un nouvel ordre économique mondial est en train d'émerger entre la Russie, la Chine, les pays participants à l'initiative Une ceinture, une route et les pays des BRICS. Nous venons d'assister à l'incroyable sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Samarkand, en Ouzbékistan. Tous ces pays membres mettent en œuvre des politiques économiques pour surmonter le colonialisme et la pauvreté. Sergueï Glaziev lui-même, le plus important des économistes russes, dans son message commémorant le 100e anniversaire de Lyndon LaRouche, a dit que tous les pays qui connaissaient un succès économique en ce moment étaient justement ceux qui mettaient en œuvre les idées de ce dernier. C'est exactement ce qui se passe pendant que l'Union européenne fonce elle-même dans le mur. Et c'en sera d'ailleurs fini de l'Europe en tant que civilisation industrielle si nous ne changeons pas de cap. Les pays d'Asie, la Chine, la Russie, mais aussi de nombreux autres pays du Sud, prennent quant à eux rapidement la direction d'un nouvel ordre économique mondial, basé sur les mêmes principes que ceux de mon mari. Nous devons donc trouver suffisamment de personnes en Europe et aux États-Unis, mais surtout dans tous les pays européens, pour stopper cette confrontation insensée, cette volonté de découplage total avec la Chine, de ruiner la Russie, comme la députée écologiste
Annabella Baerbock le défend continuellement. Nous devons coopérer avec la Russie, avec la Chine, pour le développement de l'Afrique, de l'Amérique latine, de toute l'Asie et des régions d'Europe qui ne sont pas encore développées, car il y a de tels endroits. Maintenant, ce que cela signifie, c'est que nous devons changer de fond en comble. Nous devons nous débarrasser de cette folie néolibérale qui s'est manifestement installée dans les cerveaux de certains des principaux responsables politiques à Bruxelles, et pas seulement là. Nous devons revenir à nos meilleures traditions en Europe, aux idées de Nicolas de Cuse, pour qui la paix dans le microcosme ne peut exister que si tous les microcosmes se développent pour former une totalité harmonieuse. Il faut revenir aux idées de Leibniz qui disait que, plutôt que de haïr la Chine, les deux civilisations les plus avancées de la planète, l'Europe et la Chine, devaient se tendre la main et développer toutes les zones situées entre elles et celles au sud. Et nous devons fondamentalement nous inspirer de l'esprit de Bandung. L'esprit du mouvement des non-alignés renaît actuellement parmi les pays dits du Global South, en mettant de l'avant les 5 principes de coexistence pacifique. Le respect absolu de la souveraineté de chaque pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la coopération. Tout cela doit se faire dans l'esprit de Mahatma Gandhi, de la non-violence et de ce qu'il appelait Ahimsa, c'est-à-dire l'idée que vous devez chasser toute violence de votre esprit et de votre âme. Lorsqu'on a demandé à Nehru si Ahimsa, la non-violence, était utile à la lumière de l'existence de la bombe nucléaire, il a répondu que, tout particulièrement, lorsque vous êtes confronté au danger des armes nucléaires, la non-violence est absolument nécessaire. Je veux donc vous transmettre ce message, car nous devons organiser un nouveau mouvement de résistance contre cette politique belliqueuse, contre le danger d'un nouveau fascisme. Et dans cet esprit, coopérons dans ces prochaines semaines et ces prochains mois, qui seront les plus importants de l'histoire du monde, car ils décideront de la guerre ou de la paix.